Mes parents exigeaient que ma nouvelle maison accueille toute la famille de mon frère. Au lieu de cela, j'ai acheté un bungalow 2 chambres. Ils ont crié, « Où allons-nous dormir ?» J'ai répondu, « Vous n'allez pas. » Je m'appelle Manon et à 34 ans, j'ai enfin acheté ma première maison. En tant que première diplômée universitaire de ma famille, ce jalon signifiait tout pour moi. Ce que je n'avais jamais prévu, c'est que mes parents et mon frère Julien supposeraient que ma réussite était en fait la solution à leur crise du logement. Après des années à être le paillasson de la famille, j'ai pris une décision qui a choqué tout le monde. J'ai acheté un bungalow confortable de 2 chambres juste pour moi. Si vous savez ce que c'est quand la famille s'attend à ce que vous sacrifiez vos rêves pour les leurs, laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous dire comment j'ai finalement défendu mes droits après 30 ans d'être le paillasson de la famille. J'ai grandi dans un quartier de banlieue de classe moyenne près de Rouen où, en apparence, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur de notre maison coloniale à 4 chambres, il y avait toujours une règle tacite, mon jeune frère Julien passait avant tout. 3 ans plus jeune que moi, Julien était l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Le schéma a commencé tôt quand j'ai rapporté des excellents en 3e année. Mon bulletin a été survolé et rangé. Quand Julien a ramené des moyens 2 semaines plus tard, mes parents l'ont emmené prendre une glace pour célébrer son amélioration. Ma mère Sylvie rayonnait de fierté, disant que Julien avait juste besoin d'encouragement supplémentaire pour briller. Pendant ce temps, j'ai appris que l'excellence était simplement attendue. Au collège, le favoritisme est devenu impossible à ignorer. Je me souviens encore du jour où je suis rentré de 7e année pour trouver les meubles de ma chambre déplacés dans la plus petite chambre d'amis. Ton frère a besoin de plus d'espace pour son installation de jeu, m'a expliqué mon père sans me regarder dans les yeux. Les garçons ont besoin d'espace pour grandir. Je suis resté figé, regardant ma bibliothèque soigneusement arrangée être démontée. Quand j'ai commencé à pleurer, ma mère m'a mise à l'écart. Manon, sois raisonnable. Julien est frustré dans les petits espaces. Tu es tellement doué pour t'adapter. C'est devenu le refrain de mon enfance, Manon s'adapte. Manon comprend. Manon sacrifie. Au lycée, j'avais intériorisé que mes besoins étaient secondaires. J'ai rejoint l'équipe de débat et j'ai excellé, remportant des compétitions régionales. Mes parents ont assisté à exactement 2 de mes 37 tournois en 4 ans. Ils n'ont jamais manqué un seul match de football de Julien, même les matchs à l'extérieur à 3 heures de chez eux. Le coup le plus dévastateur est arrivé pendant ma dernière année. J'avais été accepté à Sciences Po Paris avec une bourse partielle, mais j'avais toujours besoin du fonds d'études que mes parents avaient ouvert pour moi quand j'étais bébé. 2 mois avant que les frais de scolarité ne soient dus, Julien, alors en 2e année, a accidenté la voiture familiale en faisant du rodéo avec des amis. Plutôt que de le faire affronter les conséquences, mes parents ont puisé dans mon fonds d'études pour lui acheter un véhicule de remplacement. Nous le reconstituerons, a promis mon père, l'air mal à l'aise mais déterminé. Julien a besoin d'un moyen de transport fiable pour son emploi d'été. Ce job d'été n'a duré que 3 semaines avant que Julien ne démissionne parce que le manager était un imbécile. La voiture, cependant, est devenue son bien le plus précieux. J'ai fini par aller à l'université de Rouen, travaillant plutôt 3 emplois à temps partiel pour couvrir ce que mon fonds d'études et mes bourses, beaucoup plus petits, ne pouvaient pas. Pendant ce temps, Julien a abandonné le IUT de Caen après un semestre, affirmant que ce n'était pas le bon environnement pour sa créativité. Ce schéma s'est poursuivi dans la vingtaine. Pendant que je bâtissais soigneusement ma carrière dans le marketing, Julien passait d'un emploi à l'autre, accumulant des dettes de cartes de crédit et des crises financières que mes parents résolvaient constamment. Quand il a rencontré Amélie à 22 ans, ils se sont mariés en 6 mois. Leur premier enfant est arrivé juste avant leur premier anniversaire. Au moment où Julien avait 28 ans, ils avaient 4 enfants et une crise du logement perpétuelle. Mes parents ont converti leur sous-sol en appartement pour la famille grandissante de Julien à 3 reprises différentes. Chaque fois, un conflit surgissait. Julien déclarait la situation toxique et il déménageait pour ne revenir que des mois plus tard quand l'argent venait à manquer. Mes parents m'appelaient pour m'expliquer que je devais prêter de l'argent à Julien parce que la famille cède. Lors des réunions de famille, j'entendais des éloges sans fin pour Julien. C'est un père si dévoué, disait ma mère à des parents alors que je me tenais à proximité, l'annonce de ma promotion que j'espérais partager oubliée dans ma poche. Ce n'est pas que mes parents ne m'aimaient pas. Ils ne me voyaient tout simplement pas. Dans l'écosystème de notre famille,
j'étais la pourvoyeuse stable, celle sur qui on pouvait compter, celle qui n'avait pas besoin d'attention car elle pouvait se débrouiller. Au début de ma trentaine, j'étais devenue directrice marketing dans mon entreprise. Des années d'épargne minutieuse avaient finalement rendu la propriété accessible. J'avais survécu à un ralentissement économique, à une rupture douloureuse avec mon petit ami de longue date, Thomas, qui ne comprenait pas ma dynamique familiale, et à l'épuisement émotionnel constant d'être la réparatrice de la famille. Cette maison serait la mienne, juste la mienne, un sanctuaire gagné grâce à des années de travail acharné tout en regardant les autres recevoir des secondes chances infinies. Ce que je ne réalisais pas, c'est que dans l'esprit de ma famille, ma réussite n'était jamais destinée à être pour moi seul. Dans leur vision du monde, ma réussite était simplement la prochaine solution au problème de Julien. C'est arrivé un mardi. J'ai été appelé dans le bureau de ma patronne Claire, nerveuse à propos de la campagne marketing que j'avais récemment proposée. Au lieu de cela, elle a souri largement et m'a glissé un dossier sur son bureau. Félicitations, Manon. L'équipe de direction a approuvé à l'unanimité votre promotion au poste de directrice marketing. Vous l'avez bien mérité. Pendant un moment, j'ai juste regardé les papiers, voyant l'augmentation substantielle de salaire qui allait enfin rendre mon rêve accessible. Ce soir-là, je me suis permis de créer un nouveau dossier de signer sur mon ordinateur portable, ma maison. Le dimanche suivant, je suis arrivé chez mes parents pour notre dîner familial habituel, l'excitation bouillonnant en moi. Julien et Amélie étaient généralement en retard, alors j'ai pensé que j'aurais le temps de partager d'abord ma nouvelle avec mes parents. Alors que nous étions assis dans le salon en attendant que la lasagne finisse de cuire, j'ai pris une profonde inspiration. Maman, papa, j'ai une nouvelle excitante. J'ai été promue directrice marketing, et je vais enfin commencer à chercher une maison à acheter. Le visage de ma mère s'est illuminé, mais pas pour la raison à laquelle je m'attendais. Oh, Manon, c'est le moment parfait. Combien de chambres aura-t-elle pour les enfants de Julien? Il dépasse vraiment l'installation du sous-sol. Mon estomac s'est serré. Avant que je puisse répondre, mon père a sauté. Tu devrais chercher dans notre quartier. Les Martins vendent leur maison, 4 chambres. Tu pourrais convertir le salon en une 5e. Cela donnerait à Julien et Amélie leur espace, et chacun des enfants pourrait avoir une chambre. Je suis restée assise, les mots me manquant, pendant qu'ils continuaient à planifier l'achat de ma maison en fonction des besoins de Julien. Quand j'ai enfin trouvé ma voie, elle est sortie plus faible que prévu. En fait, je pensais à un petit endroit juste pour moi. Peut-être 2 chambres pour avoir un bureau pour les jours de travail à distance. Ma mère a ri comme si j'avais raconté une joke mignonne. Manon, sois pratique. Pourquoi voudrais-tu tout cet espace vide? La famille doit rester unie. La porte d'entrée s'est ouverte violemment avec Julien et Amélie y entrant avec leurs enfants. En quelques minutes, la conversation était passée à leur dernier différend avec le propriétaire. Alors que Julien se plaignait des exigences déraisonnables concernant le loyer à temps, ma mère a attiré son attention. Julien, Manon a une nouvelle merveilleuse qui pourrait aider tout le monde. Hop là, ma réussite est devenue leur affaire. À la fin du dîner, Julien discutait déjà de quels meubles iraient dans leur partie de ma future maison. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a félicité pour la promotion elle-même. Le week-end suivant, j'ai rencontré Sophie, l'agent immobilier qu'une collègue m'avait recommandé. Elle était rapide, efficace et surtout, entièrement concentrée sur ce que je voulais. Alors, parlez-moi de votre maison de rêve, Manon, a-t-elle dit alors que nous étions assises dans son bureau. Pendant un moment, j'ai hésité en entendant la voix de ma mère dans ma tête. Puis j'ai redressé les épaules. Quelque chose de petit et confortable, peu d'entretien, idéalement 2 chambres pour que j'aie un espace bureau dédié. J'aimerais un petit jardin pour le jardinage en contenant et un quartier où je peux marcher jusqu'au café ou aux petites épiceries. Sophie a hoché la tête, prenant des notes sans se demander pourquoi une femme célibataire ne voudrait pas d'un espace plus grand pour l'avenir. Cet après-midi-là, nous avons visité 4 propriétés. Aucune ne semblait tout à fait correcte. Trop près de l'autoroute. Cuisine trop démodée. Quartier trop isolé. Puis nous sommes arrivés à la 5e propriété. Un petit bungalow en briques avec un porche couvert et des jardinières prêtes pour les fleurs. Au moment où j'ai franchi le seuil, quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Parquet d'origine. Une cuisine avec des appareils électroménagers mis à jour mais conservant le charme vintage.
2 chambres de taille modeste, dont une avec une lumière parfaite pour mon bureau à domicile. Une cour clôturée juste assez grande pour le café du matin et le jardin en contenant que j'avais toujours voulu. C'est ça, ai-je murmuré, presque effrayé de le revendiquer à voix haute. 3 jours plus tard, mon offre a été acceptée. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Chloé, qui avait déménagé à Lyon il y a 2 ans. Je l'ai fait. J'ai acheté une maison, ai-je presque crié quand elle a répondu. Manon, c'est incroyable. Dis-moi tout. Pendant près d'1 heure, nous avons parlé des couleurs de peinture et de l'agencement des meubles. Chloé a posé des questions sur le rangement de la cuisine et si la salle de bain avait besoin d'être rénovée. Pas une seule fois elle n'a demandé pourquoi je n'avais pas choisi quelque chose de plus grand ou de plus proche de ma famille. Quand nous avons finalement raccroché, je me suis senti vraiment célébré pour la première fois. Ce sentiment s'est rapidement estompé quand j'ai appelé ma mère avec la nouvelle. Tu as fait une offre sur une maison sans nous laisser la voir avant, son ton portait une déception claire. Elle est parfaite pour moi, maman. 2 chambres, comme je le voulais. Super quartier. 2 chambres. Elle a soupiré lourdement. Manon, nous en avons parlé. Qu'en est-il de la famille de Julien? C'est ma maison, maman. Le silence au bout du fil était assourdissant avant qu'elle ne change de sujet. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à 23h30. Le nom de Julien s'est affiché. Salut 6, félicitations pour la maison, a-t-il dit, sa voix trop décontractée. Maman a mentionné que c'est un chantier. Heureusement que je connais la construction. Je peux aider à rénover ces chambres supplémentaires pour les enfants. Ma gorge s'est serrée. Il n'y a pas de chambre supplémentaire, Julien. C'est un bungalow de 2 chambres. 2 chambres, il a marqué une pause. Alors, comme il y a un sous-sol que nous pouvons aménager? Seulement 2 chambres, une pour moi, une pour mon bureau. Mais où sommes-nous censés nous installer? Le oui m'a frappé comme un coup physique. D'une manière ou d'une autre, sans une seule conversation directe, toute ma famille avait décidé que l'achat de ma maison était en fait pour eux. Julien, je n'ai jamais dit que tu allais emménager avec moi. Il a ri de ce même rire dédaigneux que notre mère utilisait. Allez, Manon. Ne sois pas égoïste. Tu connais notre situation, c'est difficile en ce moment. Alors que je raccrochais, un nœud d'anxiété s'est formé dans mon estomac. Il a grandi avec chaque interaction familiale au cours des semaines suivantes. Pourtant, parallèlement à l'anxiété, quelque chose d'autre se formait, une petite frontière fragile qui murmurait « Cette maison est à moi ». 6 semaines avant ma date de clôture, la pression familiale est passée de l'hypothèse à l'attente pure et simple. J'ai reçu un appel paniqué de ma mère un mercredi soir alors que j'examinais des documents de travail. Manon, heureusement que tu as répondu. Julien vient d'appeler. Leur propriétaire leur a donné un avis d'expulsion pour impayé de loyer encore une fois. Ils ont 30 jours pour partir. J'ai fermé les yeux, sachant déjà ce qui allait suivre. C'est le moment parfait en fait, a continué ma mère sans faire de pause pour ma réponse. Ils peuvent simplement emménager directement dans votre nouvelle maison quand vous clôturez, au lieu de trouver un endroit temporaire. Ma poitrine s'est serrée. Maman, nous en avons parlé. Ma maison n'est pas assez grande pour 6 personnes supplémentaires. La famille se débrouille, Manon. Ton père et moi avons réfléchi, et cela a vraiment le plus de sens. Julien peut t'aider avec ton hypothèque, et tu auras une garde d'enfants intégrée si tu as besoin de travailler tard. Le fait que j'avais rarement besoin de garde d'enfants puisqu'elle n'avait pas d'enfants semblait sans importance pour elle. Maman, je ne peux pas les faire emménager avec moi. Il n'y a littéralement pas de place. Nous en discuterons dimanche, a-t-elle dit fermement avant de raccrocher. Le dîner du dimanche est arrivé, et j'ai envisagé de trouver une excuse pour l'éviter. Mais des années de conditionnement à être la personne responsable ont pris le dessus. Je suis arrivé pour trouver non seulement ma famille immédiate, mais aussi ma tante Geneviève et mon oncle Bernard. Alors que nous nous rassemblions autour de la table de la salle à manger, mon père s'est éclairci la gorge dans ce que j'ai reconnu comme sa voix d'annonce. Avant de manger, nous avons une bonne nouvelle à partager. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Julien et Amélie font face à une autre transition de logement, mais Manon a généreusement offert de les faire emménager dans sa nouvelle maison à sa clôture le mois prochain. Ma fourchette a cliqueté contre mon assiette.
Tous les yeux se sont tournés vers moi, rayonnant d'approbation pour une décision que je n'avais jamais prise. En fait, j'ai commencé, mais ma tante Geneviève s'est penchée pour me serrer la main. Quelle fille altruiste tu as élevée, Sylvie. Toujours à penser aux autres. Amélie a sorti son téléphone. Manon, je voulais te montrer ces tableaux Pinterest que j'ai créés pour les designs des chambres d'enfants. Je pense à des lits superposés pour les garçons dans une chambre et les filles peuvent partager l'autre espace. J'aurais besoin de garder une chambre comme mon bureau, ai-je dit faiblement. Julien a ri. Allez, 6. Tu peux travailler à la table de la cuisine. Les enfants ont besoin de vraies chambres. Pendant tout le dîner, ils ont discuté de ma maison comme s'il s'agissait d'une décision de famille. Julien a mentionné la conversion de mon bureau prévu en chambre pour ses filles. Ma mère a suggéré que je pourrais me contenter d'un bureau dans le coin de ma chambre. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ce que je voulais. Après le dîner, les enfants de Julien m'ont présenté des dessins au crayon étiquetés « Notre nouvelle maison ». Le dessin du petit Léo, 8 ans, montrait une grande maison avec cette silhouette devant. La petite Clara, 6 ans, s'était dessinée dans ce qui était clairement étiqueté « La chambre de Clara » avec des décorations de princesse. Les jumeaux, Noah et Milo, 4 ans, avaient griffonné ce que leur grand-mère les avait clairement aidés à étiqueter comme « nos jouets » dans diverses pièces de la maison. J'ai conduit chez moi cette nuit-là avec les dessins sur le siège passager, me sentant physiquement malade. Cette semaine-là, des crises de panique ont commencé à me réveiller à 3 heures du matin. Je suffoquais, imaginant ma petite maison parfaite envahie par des jouets, du bruit et du chaos. Mon sanctuaire m'échappant avant même que je n'aie les clés. Au travail, mes performances ont commencé à baisser. Ma patronne Claire l'a remarqué lors de notre point hebdomadaire. Manon, tu sembles distraite dernièrement. Tout va bien avec l'achat de la maison? J'ai envisagé de donner une réponse polie et professionnelle. Au lieu de cela, à mon horreur, j'ai éclaté en sanglots. Entre deux sanglots, toute l'histoire a été révélée. Claire a écouté calmement, m'offrant des mouchoirs. Manon, a-t-elle dit quand je me suis enfin calmé, que dirais-tu à une amie dans cette situation? La question m'a arrêté net. Je lui dirai qu'elle mérite de profiter de la maison pour laquelle elle a travaillé, ai-je murmuré. Alors pourquoi ne te le dis-tu pas à toi-même? La question m'a suivi jusque chez moi. Ce soir-là, ma sonnette a retenti. Julien se tenait là avec un mètre ruban et un carnet. Je pensais prendre quelques mesures pour nos meubles, a-t-il dit, entrant chez moi sans attendre d'invitation. Pendant qu'il mesurait mon salon, bavardant de la façon dont ils arrangeraient leur canapé d'angle, quelque chose en moi a commencé à se cristalliser. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de mon schéma de vie entier de sacrifice et d'accommodation. Le dimanche suivant, j'ai essayé une fois de plus de corriger les hypothèses lors du dîner familial. Je dois être clair, ai-je dit lors d'un rare moment de conversation. Ma maison n'est pas assez grande pour la famille de Julien. L'expression de ma mère s'est durcie. Manon, nous l'avons déjà dit à tout le monde. Ma tante Geneviève l'a mentionné à l'église. Le père Michel organise une journée d'aide au déménagement pour Julien et Amélie. Toute la paroisse connaît votre générosité. La manipulation était si transparente qu'elle aurait dû être risible. Au lieu de cela, cela semblait étouffant. La réalisation qu'ils avaient diffusé ma décision à tout leur cercle social m'a donné le tournis. Je n'arrive pas à croire que tu envisagerais de te retirer maintenant, a ajouté mon père. Où est censée aller la famille de Julien? La question est restée en suspens, l'attente tacite lourde entre nous. La même attente qui avait défini notre relation pendant 34 ans. Manon va arranger ça. Manon va sacrifier. Manon va comprendre. À l'approche du jour de la clôture, les messages se multipliaient. Amélie envoyait des liens vers des lits superposés qui rentreraient parfaitement dans la deuxième chambre. Ma mère appelait quotidiennement pour des mises à jour sur le plan de déménagement. Les enfants de Julien demandaient lors de chaque visite quand ils pourraient voir notre nouvelle maison. Personne, pas une seule fois, n'a demandé ce que je voulais. Je suis devenu un fantôme dans les conversations sur ma propre maison, ma propre vie. Chaque soir, je m'asseyais dans mon appartement entouré de cartons emballés et je me demandais si j'étais égoïste. L'obligation familiale était-elle vraiment plus importante que mon propre bonheur? Étais-je une mauvaise personne pour vouloir un espace à moi?
Ces questions me hantaient alors que je signais les documents de clôture, devenant officiellement propriétaire. La joie momentanée était assombrie par la crainte de ce qui allait arriver ensuite. Ce soir-là, seul dans ma nouvelle maison avec juste un matelas pneumatique et quelques essentiels, je me suis assise sur le sol de mon salon vide et j'ai pleuré. Des larmes de réussite mêlées à des larmes de peur. Que se passerait-il demain quand ils arriveraient, s'attendant à emménager? Ma première nuit dans ma nouvelle maison aurait dû être de la pure joie. J'avais attendu si longtemps ce moment. Après avoir pleuré, je me suis ressaisi et j'ai parcouru chaque pièce, plaçant mentalement des meubles, imaginant le café du matin sur le patio arrière, les soirées, travaillant dans mon bureau ensoleillé. C'était à moi. Chaque mètre carré gagné grâce à des années de travail acharné. J'ai dormi étonnamment bien sur mon matelas pneumatique, me réveillant à la lumière du soleil filtrant à travers des stores que je n'avais pas encore remplacés par des rideaux. Le camion de déménagement avec mes meubles arriverait à 10 heures, me laissant une matinée tranquille pour simplement exister dans mon espace. J'ai préparé du café instantané dans la seule tasse que j'avais apportée, et je me suis assise sur le marchepied arrière, sentant la paix m'envahir comme une couverture. La sonnerie stridente de la sonnette a brisé cette paix à 8h15. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, tout mon corps s'est figé. Mes parents se tenaient sur le porche, rayonnant d'excitation. Derrière eux, Julien dirigeait des déménageurs qui déchargeaient des meubles de 2 camions de location. Amélie organisait des cartons sur la pelouse, les étiquetant par pièce. Les 4 enfants couraient dans la cour en criant et en riant. Surprise! S'est exclamée ma mère, me serrant dans ses bras comme si elle m'avait apporté un cadeau plutôt que mon pire cauchemar. Nous pensions arriver tôt pour vous aider à vous installer avant que vos affaires n'arrivent. Je suis resté figé alors qu'il me dépassait pour entrer dans la maison. Mon père a porté une boîte étiquetée « Cuisine ». Ma mère a immédiatement commencé à ouvrir les placards, examinant l'espace. C'est plus petit que ce que j'imaginais d'après ta description, a-t-elle dit avec un léger froncement de sourcils. Mais nous allons nous débrouiller. Julien et Amélie peuvent prendre la chambre principale car ils ont besoin de la salle de bain attenante pour tous les bains des enfants. Tu peux prendre la 2e chambre et les enfants peuvent dormir dans le salon pour l'instant. Une fois que tu seras installé, nous pourrons envisager de convertir le garage. Je suis resté sans voix pendant qu'ils continuaient leur invasion. Julien a apporté un grand canapé d'angle, le manœuvrant dans mon couloir étroit. Où est-ce que ça va aller, 6 ? A-t-il demandé, bien qu'il le plaçait déjà contre le mur du salon. Amélie dirigeait les jumeaux dans la maison, les laissant explorer chaque pièce. Ce sera là où nous mangerons, leur a-t-elle dit dans le coin salle à manger. Et papa installera la télévision ici, a-t-elle poursuivi. Dans mon salon, ma mère m'a entraîné dans la cuisine pendant qu'elle déballait des assiettes que je n'avais jamais vues auparavant. Julien a trouvé ça lors d'une vente de garage. Beaucoup mieux que ces trucs modernes que tu avais dans ton appartement. Plus familial. Dehors, j'ai entendu mon père donner des instructions aux déménageurs pour placer un lit superposé à travers l'embrasure de ce qui était censé être mon bureau. La pièce que j'avais imaginée remplie d'étagères et de mon bureau était maintenant réclamée pour les garçons. C'est Clara, la fille de Julien, 6 ans, qui a déclenché le moment de vérité. Elle a tiré sur ma main, m'attirant vers la 2e chambre. Mamie dit que tu vas dormir ici, mais où est-ce que moi et Milo allons dormir? Ma mère a entendu et a appelé depuis la cuisine. Manon, montre à Clara où tu vas mettre les lits des filles dans ta chambre. Non, ai-je murmuré si doucement que personne n'a entendu. Clara a tiré plus fort sur ma main. Où vont aller nos lits de princesse? Julien est entré avec une autre boîte. Papa a dit que tu allais te débarrasser de ton lit queen et prendre des lits jumeaux pour que toi et les filles partagiez votre chambre. Ma mère a hoché la tête, entrant avec une pile d'assiettes. Cela a le plus de sens. Les garçons ont besoin de leur espace, et tu peux créer des liens avec les filles. Où allons-nous dormir? Les mots ont explosé d'elle quand elle est finalement entrée dans ma chambre et a vu les dimensions réelles. C'est à peine assez grand pour une personne. Où allons-nous tous dormir? Quelque chose en moi a cédé. 34 ans d'accommodation, d'avoir avalé mes besoins, d'être la personne responsable pendant que tout le monde prenait et partit en un instant. Vous ne dormez pas, ai-je dit, ma voix soudainement calme et claire. Toute la maison a semblé se figer. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Que as-tu dit? Demanda ma mère, sa voix dangereusement calme.
J'ai dit, vous ne dormez pas ici. Aucun de vous. C'est ma maison. Amélie est apparue dans le couloir, son visage tordu par l'indignation. De quoi parles-tu? Nous avons vendu la moitié de nos meubles pour venir ici. Nous avons donné préavis à notre propriétaire. Elle m'a dépassé pour entrer dans ma chambre. Puis la salle de bain, puis s'est précipitée pour vérifier les placards comme si des chambres supplémentaires pouvaient y être cachées. Elle a même vérifié le placard à linge dans le couloir, l'ouvrant et le fermant avec une frustration croissante. Où sont les autres chambres? A-t-elle exigé. Ta mère a dit que tu avais acheté une maison assez grande pour nous tous. Le visage de mon père s'est assombri de colère. Manon, tu nous as délibérément induits en erreur. Tu savais que la famille de Julien avait besoin d'un endroit où rester. Je n'ai jamais offert ma maison, ai-je dit, le calme étrange coulant toujours en moi. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises que j'avais acheté une petite maison pour moi. Vous avez choisi de ne pas écouter. Julien est apparu de la deuxième chambre, le visage rougi. C'est ridicule. Il n'y a pas de place pour les enfants ici. Qu'est-ce que tu pensais en achetant une si petite maison? Je pensais à ce que je voulais pour une fois. Ma mère s'est avancée, utilisant l'expression qui m'avait toujours fait reculer auparavant. Manon Jeanne Dupont, tu ne peux pas être aussi égoïste. Où est censée aller la famille de ton frère? Tu as toujours été la personne responsable. Tu ne peux pas changer ça maintenant que nous comptons sur toi. Léo, 8 ans, a traversé les adultes pour se tenir devant moi, levant les yeux avec une expression si semblable à celle de son père. C'était saisissant. Papa dit que c'est notre maison maintenant aussi. Tu dois partager. Derrière lui, Noah, 4 ans, hochait vigoureusement la tête. Partager, c'est aimer. Mais c'est ce que Clara a dit ensuite qui a vraiment tout cristallisé. Elle s'est tournée vers sa grand-mère avec confusion. Mais mamie, tu as dit que tante Manon n'avait pas d'importance de toute façon. Tu as dit que son travail était de nous aider. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une chose physique. Le visage de ma mère est devenu cramoisi. Mon père a détourné le regard. Julien et Amélie ont échangé des regards. Personne n'a nié ce que Clara avait répété. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, mais le calme étrange demeurait. J'ai soudainement vu avec une clarté parfaite ce qui avait toujours été vrai. Aux yeux de ma famille, je n'existais pas en tant que personne avec mes propres besoins et rêves. J'étais une ressource à utiliser, une solution aux problèmes de tous les autres. La vérité aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des minutes, mais était probablement seulement des secondes. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main et j'ai pris une profonde inspiration. Tout le monde doit partir. Maintenant. Ma voix était calme mais ferme. Ma mère s'est remise la première. Manon, tu es ridicule. Nous avons des camions pleins de meubles. Les déménageurs sont payés à l'heure. Ce n'est pas mon problème. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et les tenues ouvertes. C'est ma maison. Je ne vous ai invité aucun de vous à vivre ici. Je l'ai dit clairement depuis le début, mais vous avez tous choisi de ne pas écouter. Julien s'est avancé, son visage s'assombrissant. Tu ne peux pas juste nous jeter dehors. Nous n'avons nulle part où aller. Vous aviez un endroit où vivre jusqu'à ce que vous choisissiez de ne pas payer le loyer. C'était votre choix, pas le mien. Manon, la voix de mon père a résonné dans le petit espace. La famille prend soin de la famille. C'est comme ça que nous t'avons élevé. J'ai ri. Un son si inhabituel qu'il m'a surprise moi-même. Est-ce vrai? Parce que de mon point de vue, cette famille ne fonctionne que dans un sens. Je donne, tout le monde prend. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Vraiment? Laissez-moi vous rappeler quelque chose. J'ai pris une autre respiration régulatrice. Quand j'avais 11 ans, vous avez pris mon fonds d'études pour sortir Julien de la détention juvénile après qu'il ait vandalisé le collège. Quand j'avais 17 ans, vous avez pris le reste de mon fonds d'études pour acheter une voiture à Julien après qu'il ait accidenté la vôtre. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études pendant que Julien abandonnait après un semestre parce que c'était trop difficile. Julien a levé les yeux au ciel. Voilà encore la parfaite Manon. Je ne suis pas parfaite.
J'ai juste nettoyé vos messes toute ma vie. Je me suis tourné vers mes parents. Chaque fois que Julien prend une mauvaise décision, vous vous attendez à ce que j'aide à la réparer. Chaque crise financière, chaque problème de logement, chaque problème. Mais quand j'avais besoin de soutien, où étiez-vous? Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise. Quand j'ai été hospitalisé pour pneumonie il y a 3 ans, aucun de vous n'est venu me rendre visite parce que Julien et Amélie avaient besoin de garde d'enfants. Quand j'ai obtenu ma première promotion, vous avez oublié de venir au dîner que j'avais organisé parce que Julien avait eu un léger accident. Ma vie entière a été passée à regarder depuis les gradins pendant que cette famille tourne autour de Julien. Tu dramatises, a dit ma mère. Mais sa voix vacillait. Est-ce que je dramatise? Clara a répété exactement ce que tu penses de moi. Je n'ai pas d'importance. Je suis juste là pour aider tout le monde. Amélie s'est avancée, utilisant ses enfants comme bouclier. Alors tu mettrais tes nièces et neveux à la rue. Quel genre de monstre cela fait de toi? Je ne mets personne à la rue. Vous aviez une maison jusqu'à ce que vous choisissiez de ne pas payer le loyer. Ce n'est pas ma responsabilité de réparer cela. Bien sûr que c'est ta responsabilité, a crié Julien. Tu es de la famille, et tu as tout cet espace pour toi. C'est égoïste. Ce n'est pas tout cet espace. C'est une modeste maison de 2 chambres que j'ai travaillé et économisé pendant des années pour me permettre. Je mérite d'en profiter. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge alarmante. Aucun enfant de ma part ne parle comme ça de l'obligation familiale. Ta mère et moi avons tout sacrifié pour vous, les enfants. Vraiment? Parce que de mon point de vue, vous avez tout sacrifié pour Julien et vous vous attendiez à ce que je fasse de même. Les jumeaux avaient commencé à pleurer, confus par les cris. Amélie a utilisé cela comme sa prochaine tactique, s'agenouillant à côté d'eux avec un geste de réconfort exagéré. Vois ce que tu fais, traumatiser les enfants. Ta précieuse solitude vaut-elle cela? Mes mains tremblaient mais ma résolution est restée ferme. Vous avez 2 choix maintenant. Vous pouvez partir volontairement, ou je peux appeler la police et signaler des intrus chez moi. Tu n'oserais pas, a haleté ma mère. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et c'est moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a commencé mon père. Qu'avez-vous fait pour moi dernièrement? Citez-moi une seule chose au cours de la dernière décennie où vous avez fait passer mes besoins en premier. Le silence était assourdissant. C'est ce que je pensais. J'ai levé le téléphone. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, j'appelle. Ce n'est pas fini, a grogné Julien. Mais il a fait signe à Amélie et aux enfants. Rentrez les enfants dans la voiture. Mais nos affaires, a protesté Amélie. 1. J'ai commencé à compter. Les quelques minutes suivantes ont été un tourbillon d'activités. Mes parents, stupéfaits par ma rébellion sans précédent, se sont déplacés au ralenti vers la porte. Julien et Amélie ont précipité leurs enfants confus dehors. Les déménageurs, visiblement mal à l'aise avec le drame familial, ont commencé à ramener des cartons vers les camions. 2. 3. Ma mère a essayé encore une fois. Manon, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. 4. 5. Mon père a mis son bras autour de ma mère. Viens, Sylvie. Elle a fait son choix. 6. 7. Alors qu'il sortait enfin, Julien s'est retourné, son visage tordu par la colère et autre chose. La peur, peut-être. Pour la première fois de sa vie d'adulte, son filet de sécurité refusait de le rattraper. Tu n'es pas de la vraie famille, a-t-il craché. La vraie famille ne fait pas ça. 9. Ils ont descendu l'allée, ma mère pleurant ouvertement. Maintenant mon père, rigide de colère. Julien a claqué la porte de sa voiture si fort que la vitre a vibré. Amélie a rassemblé les enfants dans leur monospace, me lançant des regards venimeux. 10. J'ai fermé ma porte d'entrée alors que les véhicules s'éloignaient. Pendant un moment, je suis resté dos à la porte, tremblant incontrôlablement. Puis je me suis glissé par terre, les sanglots secouant mon corps. Le soulagement, le chagrin et la colère se sont déversés en même temps. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Des messages textes de membres de la famille élargie. Ma tante Geneviève,
comment as-tu pu faire ça à ton frère? Mon oncle Bernard, tes parents sont dévastés. Des cousins à qui je parlais rarement avaient soudainement des opinions fortes sur mon caractère. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise dans le silence de ma maison vide. Mon camion de déménagement est arrivé 1 heure plus tard. Le chauffeur confus quant aux autres camions qui partaient alors qu'il arrivait. J'ai dirigé l'emplacement de mes meubles pendant la journée, accomplissant les gestes tout en essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ce soir-là, j'ai créé un compte Facebook sous un autre nom juste pour vérifier quel contrôle des dégâts ma famille tentait. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. Amélie avait posté un selfie larmoyant avec les enfants, légendés, sans abri parce que la famille a tourné le dos à des enfants innocents. Le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. Les commentaires étaient remplis d'indignation en leur nom, bien que j'ai remarqué quelques réponses sceptiques remettant en question comment ils sont devenus sans abri en premier lieu. J'ai fermé le navigateur et éteint mon ordinateur portable. Demain, je gérerai les conséquences. Ce soir, j'avais besoin de m'asseoir avec ma décision et d'y trouver la paix. J'ai parcouru ma maison maintenant avec mes meubles en place, mon canapé, ma table à manger, mon lit. Chaque pièce représentant des années d'épargne et de planification minutieuse. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi moi-même. La culpabilité était là, oui, comme elle avait été programmée en moi depuis l'enfance. Mais parallèlement, il y avait quelque chose de nouveau et de fragile, le respect de soi. La première semaine dans ma nouvelle maison s'est déroulée dans un silence étrange. Après une vie passée à répondre aux besoins de la famille, le calme de mon téléphone était désorientant. J'avais bloqué les numéros de ma famille immédiate après le 3e jour d'appels constants et de textos accusateurs, mais l'absence de contact laissait un étrange vide malgré la paix qu'elle apportait également. Je me suis déplacé dans les pièces, arrangé et réarrangé les meubles, accroché des œuvres d'art, créant la maison dont j'avais toujours rêvé. Pourtant, chaque action semblait mécanique, comme si j'accomplissais des gestes tandis que mon esprit restait bloqué dans cette confrontation. Avais-je fait la bonne chose? La question me hantait lorsque je me couchais la nuit. Des images de mes nièces et neveux semblants confus et blessés repassaient dans mes pensées, les larmes de ma mère, la colère de mon père, la dernière parole de Julien sur la vraie famille. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que j'étais égoïste. Au jour 10, le doute était devenu si accablant que j'ai contacté le docteur Dubois, la thérapeute que j'avais vue brièvement après ma rupture il y a 2 ans. Elle avait une disponibilité cet après-midi-là. Je pense que j'ai détruit ma famille, ai-je balbutié dès que je me suis assise dans son bureau. Le docteur Dubois a écouté patiemment pendant que je racontais tout, de mon enfance à la confrontation dans ma nouvelle maison. Elle prenait des notes occasionnellement, mais laissait surtout parler jusqu'à ce que les mots s'épuisent. Manon, a-t-elle finalement dit, avez-vous déjà entendu parler du syndrome de l'enfant d'or? J'ai secoué la tête. C'est une dynamique familiale où un enfant est favorisé, souvent inconsciemment, tandis qu'un autre enfant est censé être plus responsable et autonome. L'enfant d'or reçoit des éloges pour un minimum d'efforts tandis que les réalisations de l'autre enfant sont prises pour acquises. Ma gorge s'est serrée alors qu'elle continuait, au fil du temps, l'enfant non favorisé intériorise que sa valeur est liée à ce qu'il peut fournir aux autres. Ses propres besoins deviennent secondaires, voire invisibles pour lui. Cela vous semble familier? Les larmes sont venues alors, chaudes et rapides. C'est toute ma vie. Au cours des semaines suivantes, nos séances sont devenues ma bouée de sauvetage. Le docteur Dubois m'a aidé à reconnaître des schémas que je n'avais jamais vus auparavant. Comment je m'excusais d'avoir des besoins. Comment je mesurais ma valeur par ce que je pouvais faire pour les autres. Comment j'avais bâti mon identité autour du fait d'être la personne responsable, la réparatrice, le soutien constant qui n'avait jamais besoin de soutien en retour. Établir des limites n'est pas égoïste, me rappelait-elle à chaque séance. C'est nécessaire pour des relations saines. Parallèlement à la thérapie, j'ai commencé à renouer avec des amis que j'avais perdus de vue au fil des ans en privilégiant les obligations familiales. Chloé est venue de Lyon pour un week-end, m'aidant à peindre mon bureau dans la teinte exacte de bleu que j'avais toujours voulu. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit alors que nous étions assises sur mon patio arrière avec des verres de vin après une journée de peinture. J'ai toujours été inquiète de la façon dont ta famille te traitait, mais je savais que tu devais le voir par toi-même. Ma collègue Diane m'a invité à un club de lecture où j'ai rencontré des femmes qui posaient des questions sur mes intérêts et écoutaient réellement mes réponses. Ma voisine Elena m'a apporté des cookies pour me souhaiter la bienvenue dans le quartier,
puis m'a invité à une réunion de planification de jardin communautaire. Le plus surprenant a été l'appel de ma tante Geneviève, la sœur de ma mère, à qui j'ai toujours été proche, mais qui s'était éloignée ces dernières années. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit quand j'ai répondu prudemment. Pas de ta mère, bien sûr. Elle dit à tout le monde que tu as eu une crise de nerfs. Je me suis préparé à des critiques, mais au lieu de cela, ma tante Geneviève a continué, je veux que tu saches, je pense que tu as fait la bonne chose. Ta mère m'a fait la même chose pendant des années, elle m'attend toujours pour résoudre ses problèmes. Il m'a fallu déménager dans 3 régions différentes pour rompre le schéma. Ces mots étaient une validation que je n'avais pas réalisé avoir besoin. Tu ne penses pas que je suis égoïste. Manon, acheter une maison pour toi-même est normal. S'attendre à ce que quelqu'un d'autre loge ta famille de 6 personnes, ce n'est pas normal. Avec les encouragements de ma tante Geneviève, j'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes se remettant de relations familiales difficiles. M'asseoir dans un cercle d'étrangers qui hochaient la tête en signe de compréhension pendant que je partageais mon histoire était puissamment réconfortant. Pour la première fois, je ne me sentais ni folle ni égoïste pour vouloir des limites. Bien sûr, ma famille n'a pas respecté ces limites facilement. 2 semaines après la confrontation, ma mère s'est présentée sans prévenir à ma porte, les yeux rouges mais déterminés. Cela dure depuis trop longtemps, a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte juste assez pour parler à travers. Ton père et moi sommes là pour t'aider à déplacer tes affaires dans l'appartement que nous avons trouvé pour toi. La famille de Julien a plus besoin de cette maison que toi. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés. Par la fenêtre de la voiture, je pouvais voir Julien sourire depuis le siège du conducteur. Non, ai-je simplement dit, et j'ai fermé la porte. Ils ont sonné à plusieurs reprises, puis ont commencé à frapper. J'ai appelé la ligne de police non urgente et j'ai signalé des visiteurs indésirables refusant de quitter ma propriété. Quand la voiture de gendarmerie est arrivée 20 minutes plus tard, mes parents sont partis, ma mère pleurant dramatiquement pour le bénéfice de l'agent. Ce soir-là, j'ai changé les serrures. Bien que je n'ai donné de clé à personne, le symbolisme était plus important que la praticité. Au fil des semaines et des mois, je me suis concentré sur la création de la maison dont j'avais toujours rêvé. J'ai converti la 2e chambre en un beau bureau avec des étagères intégrées et un banc de fenêtre. J'ai planté des herbes et des fleurs dans des contenants sur mon patio. J'ai acheté des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de correspondre à un schéma de couleurs que quelqu'un d'autre pourrait préférer. Chaque acte de création de mon espace était un acte de me reprendre. Les attaques de panique se sont calmées. La culpabilité est restée, mais s'est transformée en quelque chose de plus nuancé. Je pouvais reconnaître le sentiment sans en être contrôlé. Lorsque Noël s'est approché, le véritable test est arrivé. Ma première grande fête étrange de ma famille. L'invitation de mes parents est arrivée par courrier, formelle et froide, exigeant plutôt que demandant ma présence. J'ai décliné avec une brève note et j'ai plutôt accepté une invitation à un repas de partage organisé par Elena, de la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Entouré de voisins et de nouveaux amis qui se passaient des plats préparés avec soin plutôt qu'avec obligation, j'ai ressenti une chaleur que j'avais rarement expérimentée lors des réunions de famille. Personne ici ne tenait compte de qui avait fait quoi. Personne ne nourrissait des ressentiments de plusieurs décennies ou ne jouait les favoris. Nous étions juste des gens choisissant de partager du temps ensemble. Le jour de l'an a apporté une anxiété similaire, mais s'est avéré encore plus guérisseur. J'ai décoré ma petite maison exactement comme je le voulais avec des lumières blanches et des ornements argentés plutôt que le chaos multicolore que ma mère insistait toujours. J'ai fait du bénévolat dans un refuge local la veille de Noël et j'ai passé le jour de Noël avec Diane et sa famille, qui m'ont traité comme une invitée d'honneur plutôt que comme une garde d'enfants gratuite pour les cousins. Le nouvel an a apporté une tournure inattendue. Elena a organisé un rassemblement de quartier où j'ai rencontré Gabriel, un professeur de littérature qui venait de s'installer 3 maisons plus loin. Nous avons parlé pendant des heures de livres et de voyages, découvrant des rêves partagés de visiter des sites littéraires du monde entier. Il n'a jamais demandé pourquoi je vivais seul ou fait d'hypothèses sur ma vie réelle, commençant seulement quand j'aurai une famille à moi. Alors que l'hiver se transformait en printemps, j'ai marqué 3 mois de contact nul avec ma famille immédiate. La douleur était passée d'une douleur aiguë à une mélancolie occasionnelle. Les personnes que j'avais toujours espéré qu'elles seraient me manquaient plutôt que les personnes qu'elles étaient réellement. Ma maison était devenue vraiment la mienne. Chaque coin reflétait mes choix, mes goûts, ma vie.
Le jardin en contenant prospérait sur mon patio. Mon bureau est devenu un lieu de créativité et de productivité. Le salon accueillait les amis qui me rendaient désormais visite régulièrement. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas dans l'anticipation des besoins de quelqu'un d'autre. Je vivais simplement. 6 mois après la confrontation, ma maison s'était transformée en le sanctuaire dont j'avais toujours rêvé. Chaque pièce reflétait ma personnalité d'une manière qu'aucun espace que j'avais jamais occupé n'avait fait auparavant. Des bleus et des gris doux dans le salon. Des accents jaunes vibrants dans la cuisine. Mon bureau avec ses étagères murales rempli maintenant de volumes que j'avais toujours voulu lire mais pour lesquels je n'avais jamais trouvé le temps. Je m'étais installé dans de nouvelles routines. Brunch du dimanche avec des voisins. Club de lecture du mardi soir. Marché fermier du samedi matin avec Gabriel, dont l'amitié s'était progressivement épanouie en quelque chose de plus. Pour la première fois, je construisais des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La rencontre inattendue est arrivée un mercredi après-midi. Je choisissais des pêches à l'épicerie quand j'ai entendu une voix familière demander des sacs en papier à la caisse. Julien se tenait là, ayant l'air à la fois le même et différent. Ses vêtements étaient moins chers qu'il ne le portait habituellement, ses cheveux coupés plus courts, son comportement moins exigeant. Nos yeux se sont rencontrés à travers le rayon des fruits et légumes. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé, puis, étonnamment, il s'est approché. « Manon » a-t-il dit, sa voix manquant de la colère que j'avais attendue. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien » ai-je répondu prudemment. « Et toi » ? Il a décalé inconfortablement. « Je m'en sors. J'ai trouvé un emploi chez René Nissan allemand. 3 mois maintenant. Travail stable. » J'ai hoché la tête, incertaine de quoi dire. Il a continué avant que le silence ne devienne trop gênant. Nous avons trouvé un appartement de 2 chambres plus près de l'usine. Pas chic, mais le loyer est gérable avec mon salaire. Amélie a commencé à travailler à temps partiel aussi, maintenant que les jumeaux sont à la crèche. L'information m'a surprise. Julien avait toujours considéré le travail en usine comme inférieur à lui, et Amélie avait insisté pour rester à la maison avec les enfants était le seul choix acceptable. C'est bien d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. Ouais, eh bien, il a regardé son panier contenant des épiceries de base plutôt que les marques haut de gamme qu'il insistait habituellement. Il a fallu grandir un jour, je suppose. Nous avons discuté maladroitement pendant quelques minutes avant de nous séparer. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé. Julien n'avait pas demandé d'argent. Il ne m'avait pas fait me sentir coupable de sa situation. Il avait simplement partagé des informations sur sa vie, presque comme une conversation d'adulte normale. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. Après une brève hésitation, j'ai répondu « Manon ». Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. « As-tu un moment pour parler ?»« J'en ai un. » Je me demandais. Elle a marqué une pause et j'ai entendu l'effort que cela lui demandait pour continuer. « Ton père et moi aimerions voir ta maison correctement cette fois. Juste une visite pour déjeuner si ça te va. » Je me suis assise avec la demande, vérifiant ma réponse interne. La partie automatique de moi qui voulait faire plaisir aux gens voulait dire oui immédiatement. La partie blessée voulait refuser par dépit, mais la nouvelle partie plus saine a reconnu cette petite branche d'olivier pour ce qu'elle était. Ce serait bien, ai-je dit finalement. Que dirais-tu de samedi à midi ? Juste toi et papa, cependant. Je ne suis pas prête pour un rassemblement plus important. Juste nous, a-t-elle accepté rapidement. Ils sont arrivés précisément à midi ce samedi. Mon père portait une orchidée en pot, qu'il m'a tendue maladroitement en entrant. Ta mère a pensé que tu pourrais l'aimer pour ta maison, a-t-il dit. Le plus près qu'il se rapprocherait de reconnaître ceci comme une offrande de paix. Je leur ai fait visiter, regardant leurs expressions alors qu'ils admiraient l'espace correctement pour la première fois. Ma mère a commenté mes choix de décoration avec une approbation surprise. Mon père a remarqué les étagères intégrées que j'avais installées dans le bureau. Belle finition, a-t-il offert, passant sa main sur le bois. Merci. J'ai embauché les frères Dupont de votre quartier. Ils ont fait un excellent travail. Nous avons déjeuné sur mon patio, la conversation évitant soigneusement les mines, le temps, mon jardin en contenant, un nouveau restaurant en ville. Finalement,
alors que nous terminions de manger, mon père s'est éclairci la gorge. Je te dois des excuses, Manon. Les mots lui coûtèrent clairement des efforts. Nous n'aurions pas dû supposer que ta maison était pour tout le monde. C'était ta réussite, et nous ne l'avons pas respectée. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Nous avons toujours compté sur toi pour être la personne responsable. Peut-être trop. Peut-être, ai-je convenu doucement. Julien va mieux maintenant, a-t-elle offert. Le travail semble lui convenir. La structure, tu sais. J'ai hoché la tête. Il l'a mentionné quand je l'ai croisé au magasin. Il a dit mon père, qu'il était poli avec toi. Merci pour ça. La reconnaissance, aussi petite soit-elle, signifiait quelque chose. Ils sont restés 1 heure de plus, la conversation devenant progressivement moins tendue. Alors qu'ils se préparaient à partir, ma mère a hésité près de la porte. Serait-il acceptable de vous rendre visite à nouveau un jour? J'aimerais ça, ai-je dit honnêtement, mais j'ai besoin que vous appeliez d'abord et que vous respectiez si je dis que ce n'est pas le bon moment. Elle a hoché la tête, acceptant cette limite sans argument, peut-être pour la première fois dans notre relation. Au fil des mois suivants, un nouveau schéma a émergé. Mes parents rendaient visite toutes les quelques semaines, appelant toujours d'abord, toujours juste d'eux. Les conversations se sont progressivement étendues au-delà des sujets sûrs. Parfois, nous étions en désaccord, mais ils apprenaient lentement à entendre ma perspective plutôt qu'à la rejeter. 4 mois après notre premier déjeuner, ils ont demandé si la famille de Julien pouvait se joindre à eux pour une visite. J'ai accepté avec des paramètres clairs, une visite de 2 heures, aucune discussion sur le logement ou l'aide financière, et les enfants devaient respecter ma maison. À ma surprise, la visite s'est déroulée raisonnablement bien. Julien et Amélie sont arrivés avec des enfants clairement coachés qui ont dit « s'il vous plaît et merci », et ont demandé la permission avant de toucher quoi que ce soit dans ma maison. Les jumeaux, maintenant âgés de 5 ans, m'ont présenté des cartes faites à la main. Clara, maintenant âgée de 7 ans, s'est excusée sans qu'on le lui demande pour avoir répété des choses méchantes que grand-mère disait avant qu'elle n'apprenne mieux. Ma mère a rougi cramoisi à cela, mais ne l'a pas nié. Des progrès d'une sorte. Julien avait été promu superviseur de car. Amélie s'était inscrite à des cours en ligne pour obtenir un certificat de facturation médicale. Ils parlaient de projets futurs qui n'impliquaient pas de vivre avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. De petits pas vers l'indépendance que j'ai sincèrement célébré avec eux. Quand ils sont partis, Julien est resté derrière les autres. Je n'ai jamais dit merci, a-t-il dit doucement. Pourquoi? Pour ne pas avoir cédé. Si tu nous avais laissé emménager, je n'aurais jamais trouvé les choses par moi-même. Il a regardé sa famille qui attendait dans la voiture. Nous allons bien. Pas super encore, mais bien. Et ça fait différent quand c'est à cause de ce que j'ai fait, pas de ce que quelqu'un m'a donné. Le moment de perspicacité m'a surprise. Je suis heureuse que les choses s'arrangent pour toi, Julien. Elles s'arrangent. Et Manon, ta maison est vraiment sympa. Elle te va bien. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que le poids que j'avais porté toute ma vie s'était considérablement allégé. Ma famille était loin d'être parfaite. La dynamique de l'enfant d'or ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois, il me voyait non seulement comme une ressource, mais comme une personne avec mes propres besoins et limites. Ce soir-là, Gabriel est venu dîner. Alors que nous étions assis sur mon patio à regarder le coucher du soleil, il m'a demandé ma visite familiale. Mieux que prévu, lui ai-je dit. Je pense que nous trouvons une nouvelle façon de nous relier. Je suis content, a-t-il dit, me serrant la main. Tu mérites des gens qui respectent tes limites. Cette simple déclaration m'a réchauffé plus qu'il ne pouvait le savoir. C'était la vraie victoire dans tout cela. Non seulement poser des limites, mais trouver des gens qui les respectaient sans y être forcés. Des gens qui me voyaient comme entière et complète, exactement comme j'étais. Ma maison était devenue plus qu'un simple espace physique. Elle représentait la vie que j'avais construite pour moi-même, brique par brique, choix par choix. Une vie où je comptais, où mes besoins étaient valides, où non était une phrase complète. Le voyage du paillasson de la famille à la femme avec des limites avait été douloureux. Mais assise ici dans mon propre espace, entouré de mes propres choix, je savais que cela en valait la peine à chaque moment difficile.
Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec votre famille pour protéger votre propre bien-être? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, rester ferme est la chose la plus gentille que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton d'appréciation et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la découverte de votre voix. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec les limites familiales, partagez cette vidéo avec lui. N'oubliez pas que vous méritez aussi une vie qui honore vos besoins. Merci d'avoir écouté mon parcours, et je vous souhaite la force de créer la vie que vous méritez vraiment.